Bonjour tout le monde, bienvenue sur Internet. Merci d'être si nombreux de participer aussi en ligne à ce séminaire. C'est en fait une série de séminaires. Déjà la semaine dernière, on a fait un séminaire pour focaliser plus sur le revenu et donc un impact sur le taux de pauvreté, où on a expliqué la méthodologie en toute transparence, justement pour aider à éclairer les débats publics. Cette semaine-ci, on parle de l'indexation des salaires, respectivement du calcul de l'inflation, des prévisions d'inflation, donc une thématique qui vous intéresse tous, comme je vois. Tout d'abord, vous le savez probablement déjà, il n'y a pas eu de déclenchement de crise sanitaire le mois dernier, mais on est très proche, de sorte que ça va sans doute se passer ce mois-ci. Et donc, en fin du mois, au moment où on fait une première estimation de l'inflation, on communiquerait donc le cas échéant que la prochaine tranche indiciaire serait appliquée au 1er juin. On a donc tout d'abord une présentation sur l'indice des prix et l'inflation. Après, on parle des prévisions d'inflation, où je trouve c'est d'autant plus important en ces temps-ci qu'on présente plusieurs scénarios et qu'on insiste sur la façon de comment utiliser ces différents scénarios. Puisqu'on ne produit pas plusieurs scénarios pour que chacun de vous en choisit un, mais l'idée des scénarios, c'est vraiment de se plonger dans ce monde éventuel. Chaque scénario est un scénario tout à fait envisageable, tout à fait possible. Et tout ce qui est entre ces scénarios, donc les scénarios dans une fourchette du possible, tout ce qui est entre les scénarios est aussi possible. Donc l'intérêt de ce type de scénario, et notamment pour ceux qui doivent prendre des décisions dans les semaines, dans les mois à venir, c'est de se poser la question, si ce monde-là va se réaliser dans les semaines à venir, comment on réagit? Nous, on évalue quel serait l'impact sur le Luxembourg. Et l'intérêt de ces scénarios, c'est donc de se plonger dans ces différents mondes et de se poser la question comment on réagirait si ce scénario se met en place dans les semaines à venir. Ça, c'est un peu l'intérêt, mais je laisse la place aux experts pour vous expliquer plus en détail la méthodologie. Et voilà, après, on aura le temps nécessaire pour répondre à vos questions. Merci et bonne chance. Merci. Merci pour cette introduction. Donc, je me réjouis du nombre élevé des participants. Il me semble que l'inflation est de nouveau un sujet d'actualité. Et donc, on a pris l'opportunité de vous présenter un peu la méthodologie de l'indice de la consommation, son lien direct avec les chaînes mobiles des salaires. Ensuite, on vous présente un peu les faits marquants du mois d'avril. Et en dernier lieu, Gilles va vous présenter les prévisions d'inflation que Thomas déjà maintenant a déjà mis le cadre des prévisions d'inflation. Donc, l'indice de la consommation, c'est la mesure officielle de l'inflation au Luxembourg. L'indice de prix à la consommation est basé sur une méthodologie harmonisée au niveau européen. C'est-à-dire, dans tous les pays européens, l'inflation est calculée de la même façon et avec les mêmes concepts et la même formule de calcul. Et l'inflation, petite théorie économique, elle est définie comme l'augmentation générale et durable des prix des biens et services dans une économie. Donc, il ne suffit pas que seulement un prix ou le prix d'un seul produit augmente pour parler de l'inflation. L'augmentation doit être générale et durable. Et si on parle de l'évolution des prix, on ne parle pas de l'évolution du pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat, il dépend aussi de l'évolution des salaires. Et donc, l'indice prix à la consommation, évolue, donc il analyse l'évolution des prix, il ne repère pas le niveau des prix. Donc, on suit un panier de biens et services au fil des différents mois. On a une base légale européenne et aussi une base légale nationale. Donc, l'acte de base, le règlement cadre, qui définit l'indice prix à la consommation harmonisé et aussi un règlement d'exécution de 2020. Donc, tous ces règlements, on peut les trouver sur le site de Eurostat. On a aussi une base légale nationale de notre indice prix à la consommation de 1999. Il précise que le stratège établit un indice de prix à la consommation conformément au règlement européen de 2016. Ceci concerne donc l'indice de prix à la consommation harmonisé. Donc, c'est le prochain point. Au Luxembourg, on a deux indices différents. L'indice de prix à la consommation harmonisé, qui est établi selon les concepts méthodologiques définis au niveau européen. Et on a aussi un indice de prix à la consommation nationale
qui se limite à la seule population résidente. Donc, l'IPCN et l'IPCH suivent les mêmes principes, les mêmes concepts méthodologiques qui sont définis au niveau européen, mais la pondération est différente pour les deux indices. Donc, on fait un relevé des prix pour les deux indices. Mais les différentes catégories de l'IPCN, aussi de l'IPCH, ont une pondération différente et donc chaque catégorie ou chaque position de référence est affectée de deux pondérations différentes. Bon, pour une grande partie des catégories, la différence est minime, mais il y a quelques catégories où la différence entre l'IPCN et l'IPCH est significative. Par exemple, pour le tabac, on a une pondération de presque 12% dans l'IPCH et seulement 1,3% dans l'IPCN. Pour les carburants, on a le même constat. La pondération des carburants dans l'IPCH s'élève à environ 8% et de 23% pour l'IPCN. C'est à cause d'un nombre élevé de ventes des carburants du tabac pour les non-résidents, donc les touristes et les frontaliers. Donc, c'est aussi la raison pourquoi seulement l'IPCN est la mesure officielle ou la mesure représentative de l'inflation au Luxembourg. Et l'IPCH, il est calculé pour Eurostat et la Banque centrale européenne comme les règles communes l'exigent. Donc, c'est le concept du territoire. L'IPCH regarde donc les dépenses effectuées sur le territoire luxembourgeois et l'IPCN regarde prend en compte seulement les dépenses des résidents sur le territoire. Et dans presque tous les pays européens, on trouve un indice national qui diffère plus ou moins fortement de l'IPCH. Et comme l'IPCN est la mesure représentative de l'inflation, c'est aussi l'IPCN qui est utilisé pour l'indexation des salaires. On a quelques acteurs nationaux qui interviennent dans tout le processus du fonctionnement de l'IPCN. Tout d'abord, on a notre commission de l'indice des prix qui se réunit ce matin à 10 heures. Donc, elle se réunit toujours avant la publication des chiffres par la Stratec et c'est la commission qui valide les résultats calculés par la Stratec. Et c'est la commission elle est chargée de conseiller et d'assister la Stratec dans l'établissement des indices des prix à consommation. Le Conseil économique et social, le Conseil sous forme tripartite, avec des représentants du patronat et du syndicat, émet aussi un avis annuel sur la pondération de l'indice. Dans la commission de l'indice, il y a aussi un membre de la commission qui est dans la salle et je pense qu'il y a aussi plusieurs membres de la commission qui sont en ligne. Donc, la commission, elle est composée des représentants des syndicats, des représentants des organisations patronales et le ministère de l'économie et représenter et la Banque centrale du Luxembourg en tant qu'observateur. Donc, comment est calculé l'indice des prix? Donc, bien sûr, il est impossible de suivre les prix de tous les biens et services qui sont vendus au Luxembourg. Donc, on doit se baser sur un échantillon de produits représentatifs qui sont vendus dans une sélection de points de vente. Donc, on a environ 580 points de vente qui sont visités régulièrement par nos enquêteurs. Et on collecte environ 7500 prix qui entrent dans le calcul de l'indice des prix. Et l'enquête a lieu pendant les 3 premières semaines de chaque mois et la dernière semaine est consacrée au calcul et aux validations et aux vérifications des différents résultats. Donc ici, on a un exemple d'une catégorie, la catégorie biscuits et biscottes, avec une panoplie de produits différents. Donc un produit, c'est en fait une variété. Une variété est définie comme le prix d'un produit d'une marque spécifique dans un magasin spécifique. Et on regarde donc l'évolution entre le prix du mois en cours et le prix de base. Le prix de base est défini comme le prix de décembre de l'année précédente. Donc pour le premier exemple, le premier produit, il a passé d'environ 25%, et le troisième produit, il a augmenté de 21% entre décembre et mars. C'est un exemple effectif. Donc ici, on a aussi donc différents points de vente que j'ai maintenant anonymisés. Et donc, pour calculer donc l'indice de cette catégorie, donc biscuits, biscottes, on fait la moyenne géométrique des variations des prix. Donc, on retrouve pour les biscuits et biscottes un indice 98,75. Et donc, cet indice est multiplié par sa pondération. Donc, pour les biscuits et les biscottes, les biscuits et biscottes ont une pondération de 0,3% dans l'IPCN.
Et l'indice général, il y a donc la moyenne pondérée des 333 positions de l'indice qui forment donc le panier de l'indice de la consommation. Donc, comme j'ai déjà dit, chaque position a un poste spécifique et le poste correspond à la consommation finale des ménages établis actuellement dans le cadre des plans nationaux. Et cette pondération est actualisée annuellement via un règlement syndical sur avis du CES et de la commission IPC pour tenir compte des changements dans la structure de la consommation. Normalement, ces changements sont plutôt limités, marginaux d'une année à l'autre, mais dans les dernières années, surtout avec la crise sanitaire liée à la COVID-19, on avait eu des bouleversements dans la consommation. Donc, par exemple, les voyages à profit ont diminué fortement dans l'IPCN, aussi la restauration, comme ces services n'étaient plus disponibles pendant un certain temps en 2020-2021. Et ceci avait eu donc une conséquence pour la pondération de l'IPCN et de l'IPCH. Ici, on voit donc la pondération de 2026. On a nos quatre principaux agrégats, les biens industriels non énergétiques, l'énergie, les aliments, incluant l'alcool et le tabac, et les services. On a aussi la pondération sous forme de division, donc les 13 divisions de l'indice de la consommation. Et on voit que la pondération a fortement évolué entre 2025 et 2026. Donc, on voit que la division 4, logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles, a le poids le plus important dans l'indice des prix, suivi par les aliments et par les transports. Les transports incluent aussi le carburant. Mais bien sûr, on ne collecte pas seulement les prix manuellement, donc avec une tablette et avec un stylo et avec une feuille. Et depuis 2018, on utilise aussi des données de transaction, les scanners data. Donc, il y a plusieurs supermarchés du Luxembourg qui nous envoient les chiffres d'affaires et les quantités de tous les produits vendus pendant les 14 premiers jours du mois. Donc, on reçoit ces fichiers en fréquence mensuelle, comme aussi l'indice de la consommation, et établi en fréquence mensuelle. Et depuis 2018, depuis 2024, on utilise aussi les données du web scraping, donc il s'agit du téléchargement massif des données des sites web. Donc, on collecte bien sûr le prix, mais aussi les caractéristiques du produit en question, sa disponibilité, si le produit est en promotion ou non. Et ces deux sources de données sont donc font aussi partie de notre panier. La couverture actuelle se limite aux produits alimentaires et les boissons non alcoolisées, les boissons alcoolisées, et puis ces catégories des articles de ménage et des produits électroniques, environ 12% de l'IPC. Et avec ces deux sources de données, on sélectionne environ 100 000 produits, 100 000 variétés qui entrent dans le calcul final de l'indice. Donc, on a les 7500 produits de la collecte manuelle, plus les 100 000 variétés via les scanners data et le web scraping qui entrent dans le calcul de l'IPC. Si on compare ce chiffre avec le tout premier indice du coût de la vie qui a été établi en 1921, on avait 19 produits. Maintenant, on a plus de 100 000 produits. Il y avait deux grands changements qui sont entrés en vigueur en 2026, aussi bien pour l'indice de la consommation nationale et pour l'IPCH, donc au niveau européen. Tout d'abord, on a changé l'année de base, donc on a une nouvelle année de base de 2025 qui est égale à 100. L'intérêt de ce rebasage est en fait de faciliter la lecture de l'indice. Il n'y a pas de changement pour l'inflation parce que l'inflation, elle correspond au taux de variation de l'indice. Mais on a aussi une nouvelle classification, une nouvelle structure dans l'IPC et on a adopté la nouvelle nomenclature ICOICOP version 2 qui est basée sur la POCOP 2018 qui a été développée par les Nations Unies. Il n'y a pas de changement pour l'inflation au niveau général, mais il y a une certaine comparabilité limitée au niveau les plus détaillés. Il y a aussi quelques changements dans la composition de certaines catégories de biens et de services. Donc ici, on a la structure de la ICOICOP version 2 qui est identique avec celle de la COICOP 1. Ici, on a un peu l'historique du développement de cette nouvelle nomenclature. Ce qui est le plus important, en fait, que
la structure n'a pas changé, donc on a de nouveau un seul indice. On a maintenant 13 divisions, on avait seulement 12, en plusieurs groupes, classes, sous-classes et des possessions. Et par exemple, les biscuits et biscottes font partie de la sous-classe pain et produits de boulangerie, qui font partie des produits alimentaires. Donc la nouvelle nomenclature, elle était nécessaire, comme la consommation des ménages a profondément changé pendant les dernières 30 ans. Les habitudes de consommation ont changé, comme par exemple, on a plus des services par abonnement, comme le streaming, aussi les objets connectés qui n'étaient pas encore disponibles lorsque l'ancienne version de la Qualcomm a été développée dans les années 90. Donc, on a eu des difficultés de classer ces services dans la nomenclature existante. Et on a mais maintenant, on a par exemple, une catégorie spécifique pour les objets connectés ou aussi une catégorie spécifique pour les services par abonnement, comme par exemple le streaming. Et le changement principal était en fait, avec cette nouvelle nomenclature, la meilleure séparation entre les biens et services. On a aussi maintenant une catégorie spécifique pour les frais de livraison, qui sont maintenant dans une sous-classe séparée. Précisément, les frais de livraison étaient inclus dans le prix final du produit en question. Donc, si on a fait livrer une armoire, le prix de la livraison était inclus dans ce prix. Maintenant, la livraison est dans une sous-catégorie séparée. On a aussi maintenant une meilleure cohérence avec d'autres nomenclatures, comme par exemple la classification internationale des comptes de la santé. Donc, au niveau les plus détaillés, on a certaines catégories qui ont été fusionnées ou précisées, d'autres ont disparu ou sont transférées vers une autre catégorie principale. Donc, le changement principal au niveau supérieur est en fait la séparation de l'ancienne division 12 d'un service divers en deux divisions distinctes. Donc, on a d'un côté les assurances et les services financiers, et de l'autre côté les soins corporels, protection sociale et bien services divers. On a aussi de nouvelles catégories comme les jeux de hasard, qui sont maintenant inclus dans la couverture de l'IPC, aussi les services de soins à domicile, la recherche des voitures électriques sur des bornes publiques. Et comme j'ai déjà mentionné, les prix de livraison de marchandises sont maintenant ont maintenant une catégorie spécifique et non plus intégrée au prix du commerce, au prix du produit. Ceci reflète aussi donc l'importance croissante du e-commerce et de l'achat en ligne. Alors maintenant, je passe au prochain chapitre, les champs mobiles de salaire. Donc, le Luxembourg, on appelle aussi l'index, donc l'index. Et le terme officiel est en fait les champs mobiles des salaires. L'objectif de ce mécanisme est en fait de préserver le pouvoir d'achat des salariés face à l'inflation. Et ce mécanisme a fait son apparition en 1921. Et en 1975, il a été généralisé pour tout le pays, donc pour tous les salariés au Luxembourg. Ici, on a le schéma du fonctionnement des champs mobiles des salaires. Je vais revenir sur ce point avec les chiffres concrets du mois d'avril. Ceci est peut-être plus expliqué, plus facile à comprendre que seulement ce schéma, du fonctionnement des champs mobiles des salaires. Ce qui est important, on a un facteur de raccord qui relie l'indice, donc l'IPCN base 2025 à l'IPCN base 100 au 1er janvier 1948, qui est en fait la date de début de l'échelle mobile des salaires. Et ce facteur de raccord, il est une constante, il change tout d'abord lorsqu'il y a un changement de base de l'IPCN, ce qui est le cas cette année-ci, mais aussi si la loi prévoit la neutralisation de certaines augmentations qu'on a leur effet sur l'échelle mobile des salaires. Donc, par exemple, la taxe CO2, elle est bien incluse dans le calcul de l'inflation, donc dans l'IPCN base 2025, mais elle n'est pas incluse dans l'IPCN base 1er janvier 1948. Donc, elle est exclue pour l'indexation des salaires. Aussi, les axes du tabac, les hausses des axes du tabac ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'échelle mobile des salaires. Aussi, la taxe additionnelle sur les alcools est aussi neutralisée, mais actuellement, elle ne change pas, donc elle ne joue pas de rôle pour l'instant.
Et donc, ce qui est important à savoir que toutes les neutralisations peuvent uniquement concerner les champs mobiles des solaires. Donc, les piscines passant au 1er janvier 1948, on ne peut pas changer le panier ou on ne peut pas tenir compte d'une augmentation du prix ou une baisse des prix de l'indice passant en 2025, compte tenu de la réglementation communautaire. Maintenant, je passe aux chiffres concrets. Donc, l'inflation au mois d'avril 2026, on a un taux annuel de 3,1%. En mars, on était encore à 2,4%. C'est principalement l'énergie qui augmente fortement. On a une inflation de 17,7% de l'énergie par rapport à avril 2025. Par contre, l'inflation hors énergie, elle est plutôt elle n'est pas si élevée, elle s'élève actuellement à 1,9% pour avril 2025. Et donc, c'est aussi l'énergie qui est responsable de 42% de l'inflation au mois d'avril. On voit ici donc la barre jaune qui représente la contribution de l'énergie au taux d'inflation annuel. Elle s'élève actuellement à 42%. En janvier et février, on avait encore une contribution négative de l'agrégat énergie. C'était à cause de la prise en compte des frais de réseau par l'État sur l'énergie, l'électricité. L'électricité a fortement baissé en janvier de plus de 10%. Ceci a contribué à une contribution négative de la part de l'énergie sur le taux d'inflation annuel. L'évolution mensuelle, elle s'élève à 1,2%, donc 1,2% en avril par rapport à mars, et c'est principalement les produits pétroliers qui ont fortement augmenté, 11,7%, et principalement le diesel et le mazout de chauffage. En mars, on était encore à une hausse de 15,6%, donc maintenant, les 2 derniers mois, les produits pétroliers ont fortement augmenté à cause de la guerre en Iran. On a aussi une légère augmentation de l'alimentation, principalement l'alcool, le vin et les spiritueux et les liqueurs qui ont légèrement augmenté par rapport à mars. Donc, l'indice passant en 2025 s'élève maintenant à 102,65 et cet indice est multiplié avec le coefficient de raccord ou le facteur de raccord pour aboutir à l'épicène passant au 1er janvier 1948. Et pour les besoins de l'échange mobile solaire, on fait une moyenne arithmétique des 6 derniers mois pour aboutir à la moyenne semestrielle de l'indice parce 1948. Et la moyenne semestrielle pour le mois d'avril s'élève à 1038,35 et le seuil de déclenchement est à 1038,79. Donc, on est en dessous du seuil de déclenchement. Si la moyenne semestrielle dépasse de plus de 2,5% la cote d'échéance actuelle qui s'élève à 1013,46, le seuil de déclenchement est dépassé et on a une nouvelle tranche indiciaire qui sera appliquée le mois suivant. Actuellement, on a une hausse cumulée des prix de 2,46% et donc si on franchit la barre des 2,5%, on aura une nouvelle tranche indiciaire. Et donc la cote d'application actuelle, elle sera montée de 2,5%, probablement pour le 1er juin. On va le communiquer le 29 mai, comme le directeur a déjà annoncé. Et donc, la nouvelle cote d'application sera donc en vigueur à partir du 1er juin de l'année prochaine. Ici, on voit encore la moyenne semestrielle, la ligne jaune, qui doit franchir donc la barre rouge pour déclencher une nouvelle tranche indiciaire. Et on ne voit pas trop bien, mais elle est encore juste en dessous de la ligne rouge, donc on n'est pas encore au seuil. C'est tout pour ma partie. Je donne maintenant la parole à Gilles pour expliquer un peu les prévisions d'inflation. Oui, donc maintenant que vous savez comment calculer l'inflation, on va parler un peu des prévisions d'inflation qui s'inscrivent, comme notre directeur a déjà dit, dans un environnement international qui est marqué par l'incertitude et qui se concentre avant tout autour de la guerre qui est en Iran.
Et donc aussi autour du détroit d'Ormuz, si vous avez déjà entendu ce nom, c'est une route stratégique où presque 20% du gaz naturel liquéfié et presque autour d'un quart du pétrole mondial traverse. Et ici, vous voyez bien les flux qui traversent ce détroit d'Ormuz. Et donc, la guerre qui est en Iran maintenant fait qu'il y a des perturbations autour de ce détroit et les exportations de pétrole brut qui transitent par ce détroit sont bien sûr affectées par cela. Donc en fait, 80% du pétrole qui traverse le détroit sont à l'origine de l'Asie, mais l'Europe et le continent américain aussi reçoivent aussi une partie du pétrole. Environ 600 000 barils par jour sont exportés en provenance d'Europe. Et donc, avec la guerre qui a été déclenchée le 28 février 2026, le détroit d'Ormuz a été bloqué et le trafic maritime fortement perturbé. Donc, voici, vous voyez un peu le nombre de navires qui ont transité le détroit avant la guerre, et vous voyez qu'après la guerre, bien sûr, il n'y en a pas beaucoup qui passent encore. Donc, ceci a bien sûr des impacts sur les cours de pétrole brut. Le pétrole brut de référence pour nous en Europe est le Brent. Et sur le graphique gauche, vous voyez un peu comment les prix se sont développés depuis la guerre, l'éclatement de la guerre. Et vous voyez aussi qu'il y a une forte volatilité dans les prix, ce qui rend bien sûr très compliqué de faire des prévisions avec des prix qui sautent tous les 2 jours. Ce qui est aussi important à dire, c'est que les prix qu'on voit maintenant pour le Brent sont des prix qui ne sont pas des prix historiques, comme on peut le voir sur le graphique droit. Pendant la crise financière, par exemple, le prix du Brent était aussi au-dessus des $140 par baril. Et ce que j'aimerais aussi encore souligner, c'est parce qu'on parle souvent, on fait souvent la comparaison de cette crise énergétique avec la crise précédente qui a été déclenchée par l'invasion russe en Ukraine. Donc voici, vous voyez un peu comment les prix du Brent se sont développés à partir de l'éclatement de la guerre, soit en Iran, soit en Ukraine, où la guerre en Iran représente la ligne foncée et celle en Ukraine, la ligne pointillée. Et donc, vous pouvez voir que bien que les prix spot pour le pétrole se retrouvent maintenant à des niveaux comparables à la guerre en Ukraine, les prix futurs, donc les contrats qui sont achetés aujourd'hui pour dans un an, par exemple, ici c'est les prix anticipés pour T+1, donc dans un an, sont bien en dessous des niveaux observés lors de la guerre en Ukraine. La même chose est vraie pour les prix du gaz, où on voit très bien que aussi bien les prix spot que les prix futurs sont nettement inférieurs au niveau qu'on a observé lors de la guerre en Ukraine. Donc bien sûr, ces hausses de prix sur l'énergie font aussi que l'environnement international est affecté. Et dans nos prévisions de l'inflation, on prend en compte des hypothèses internationales qui nous sont fournies par Oxford Economics. Et là, vous pouvez voir un peu le comparatif des hypothèses qu'on a pris en compte encore en début d'année, donc pour les prévisions de février, par rapport à ce qu'on prend en compte dans les prévisions du mois de mai maintenant. Donc, on voit très bien qu'il y a une hausse énorme sur le prix du Brent qui, Oxford Economics, dans le scénario central, voit augmenter au Q2
à au-dessus de $110 au deuxième trimestre de cette année. Et la même chose est vraie pour l'inflation en zone euro. Ici, on voit le PCH, donc l'indice harmonisé, qui a été fortement révisé à la hausse, surtout pour les trimestres 2 et le trimestre 3 de cette année. Mais aussi sur les autres composants, sur les sous-componentes de l'inflation, on voit des fortes révisions à la hausse, par exemple pour l'alimentation, où on voit une révision vers la fin de l'année 2027, où les effets de second tour s'annonceraient sur l'alimentation, car les hausses de prix observées pour le gaz se répercuterait surtout sur les prix des intrants agricoles, comme on peut déjà les voir sur les bourses internationales. Par exemple, les prix de l'urée ou de l'azote ont augmenté fortement depuis l'éclatement de la guerre. Et donc, c'est ces hypothèses internationales qu'on va prendre en compte dans nos prévisions d'inflation. Comme notre directeur a déjà dit, on travaille aussi avec des scénarios, donc des fourchettes de prévision. Ici, juste pour vous montrer un peu sur les différentes composantes de l'inflation en zone euro, comment ces scénarios ont l'air. Donc, pour l'alimentation en zone euro, on considère un scénario central et un scénario bas qui serait équivalent, et un scénario haut où les effets de ce contour seraient beaucoup plus prononcés vers la fin de l'année. Et la même chose est vraie pour la sous-jacente, donc la core inflation en zone euro. Donc, on fait aussi des hypothèses sur les prix de l'énergie, bien sûr, selon les différents scénarios. Avant tout, on prend les hypothèses sur le prix du Brent. Ceci est un prix spot qui nous sont fournis par Oxford Economics. Dans le scénario où on peut très bien voir que le Brent augmenterait encore plus pendant les mois de l'été, où le Brent aurait des pics de prix de 190 € par baril et serait encore à des niveaux élevés pour le reste de l'année. Puis pour les gaz, on a aussi élaboré des scénarios alternatifs qui sont basés sur les marchés spot ainsi que sur les marchés futurs et selon des stratégies d'approvisionnement différentes. Et donc là, on voit aussi que dans le scénario haut, on aurait une hausse nettement supérieure à la hausse observée dans le scénario central. Pour l'électricité, on ne voit pour le moment seulement deux scénarios, donc un scénario central et un scénario haut, et les scénarios bas s'inscriveraient dans les mêmes ordres de grandeur que le scénario central. Pour le gaz et l'électricité, vous voyez ici les prix moyens TTC pour un client résidentiel, et comme j'ai dit, pour le Brent, il s'agit des prix spot. Donc, avec ces hypothèses en tête, on peut donc maintenant parler des résultats de nos scénarios. Je le souligne encore une fois, ici, on présente maintenant des fourchettes de prévisions d'inflation. Donc, bien sûr, si la guerre en Iran se développe de manière plus favorable, on se rapprocherait plutôt du scénario bas. Mais dans le cas contraire, si la guerre se prolongerait ou serait plus intense dans les mois à venir, on se rapprocherait plutôt du scénario haut. Donc, pour le scénario central, le point important ici est que l'énergie contribue
comparé à ce qu'on a prévu en début d'année, positivement à l'inflation en 2026. On aurait une inflation énergétique de 6,6%. Mais aussi, l'alimentation serait à 2,9% en 2026 et les services à 2,7%. En 2027, les prix de l'énergie commenceraient à refluer, mais en même temps, les effets de second tour se matérialiseraient surtout sur l'alimentation, comme j'ai déjà dit, via des effets de hausse de prix du gaz qui se répercuteraient sur les intrants agricoles. Et on verrait aussi des effets de second tour sur les services et les biens industriels non énergétiques en 2026. Ainsi, on aurait une inflation de 2,5% en 2026 au total. Et comme on a déjà dit, une tranche indiciaire qui sera probablement déclenchée ou payée en juin. En 2027, l'inflation refluerait alors à 1,7%. Sous l'effet de la baisse des prix de l'énergie et on aurait une indexation au deuxième trimestre de 2027. Dans le scénario bas, les prix de l'énergie reviendraient plus vite à leur niveau d'avant la guerre. On aurait une inflation énergétique de 3,5%. Et ici, juste pour dire encore une fois, le scénario bas représente un scénario technique. Donc ici, les effets de second tour correspondent au scénario central. Donc vous ne pouvez pas observer des différences entre le scénario central et le scénario bas pour les services, l'alimentation et les biens industriels non énergétiques. Dans ce scénario bas, l'inflation totale serait à 2,3% en 2026. On aurait toujours une tranche indiciaire appliquée en juin 2026, mais comme les prix énergétiques reflueraient plus vite que dans le scénario central, la baisse des prix de l'énergie ferait que l'inflation totale diminuerait à 1,4% et que la tranche indiciaire serait retardée d'un trimestre par rapport au scénario central. Et donc maintenant, le scénario roux qui représente la fourchette haute de nos scénarios. Dans ce scénario, la guerre continuerait plus longtemps encore et le passage des détroits serait fermé encore au moins 6 mois. Avec les prix du pétrole qui seraient plus hauts ainsi que les prix de gaz et de l'électricité qui augmenteraient aussi plus que dans le scénario central, on aurait une inflation énergétique de 22,4% en 2026. Mais aussi des effets de second tour qui seraient beaucoup plus prononcés que dans le scénario central, surtout sur l'alimentation, qui s'établirait à 3,1%. Et on aurait une inflation totale de 4% en 2026. Et le pic de l'énergie pendant les mois de l'été ferait aussi que, au troisième trimestre de cette année-ci, on aurait une deuxième tranche indiciaire. Pour 2027, bien que les prix énergétiques diminueraient de 7%, les effets de second tour se matérialiseraient encore plus, et ceci pas seulement sur l'alimentation, mais aussi sur les services et les biens industriels non énergétiques, ce qui ferait qu'on aurait une inflation de 2,4%, et la baisse des prix de l'énergie ne suffirait pas pour éviter le déclenchement d'une tranche supplémentaire dans le troisième trimestre de 2027. Donc, encore une fois, il faut souligner, ces prévisions sont sujettes, bien sûr, des hypothèses derrière que je viens de présenter. Et comme notre directeur a déjà dit,
il y a chaque scénario a sa probabilité de se matérialiser. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez parlé à la fin des probabilités des scénarios. Est-ce que vous avez des estimations sur lequel est le plus semblable? Non, on ne fait pas d'estimation sur lequel. Il y a une question climatique depuis toujours. Qu'est-ce que vous faites quand il y a des différentes variétés de même viande alimentaire, par exemple beurre, de différentes tailles, genre 100 grammes, 200 grammes, 500 grammes? Est-ce qu'il y a juste une seule sous-variété? J'imagine que les tendances de prix des différentes sous-variétés diffèrent beaucoup quand même. Donc, peut-être revenir sur cet exemple. Donc, ici, on a un exemple pour les biscuits, une panoplie de différents produits, mais pour la viande ou pour d'autres produits, on a la même chose. Donc, on compare toujours le même produit dans deux mois différents. Donc, si maintenant la viande 100 grammes augmente de 10%, ça est bien reflété dans notre indice. Et aussi, peut-être aussi, vous avez donc, si par exemple maintenant aussi la quantité change. Donc, peut-être pour le premier produit, il y a pas maintenant 10 pièces de biscuits dans un package, mais seulement 8. On fait un rapport statistique pour bien tenir compte de cet effet donc, de la shrinkflation. Et donc, dans cet effet de la shrinkflation, par exemple, il y a aussi un bien plus dans ton indice des prix. C'est bien ça, ce que vous dites. Parfait, alors tout est clair. Question sur l'index. Tout est clair. J'ai une autre question. Vous avez dit qu'une partie des prix provient de web scraping, c'est ça? Vous utilisez le web scraping aussi. Les prix qui ont été pris de web scraping sont inclus dans le panier, n'est-ce pas? Oui. Bon, Et, pour la viande, par exemple, on ne fait pas maintenant le web scraping. Le web scraping est plutôt utilisé pour d'autres catégories de produits. Mais les scanners data où on a les ventes des différents supermarchés, où la viande, par exemple, est sûre. et je pense que depuis mon expérience, peut-être c'est faux, dès que j'observe les prix sur ligne, par exemple sur Auchan ou quelques autres distributeurs, les prix sont normalement plus augmentés par rapport au prix sur place. C'est la fait, donc si un magasin en ligne achète ou vend ses produits, ces données sont aussi incluses dans nos data. Des prix via les scanners data des différents supermarchés et cette définition peut-être différente des ventes en ligne est bien incluse dans le calcul. Donc, si maintenant en ligne, les prix augmentent plus rapidement que dans le magasin, cette évolution est aussi prise en compte dans le calcul. Je pense que presque tout est clair. C'est ce que vous pouvez nous dire. Une petite question au niveau de l'évolution des prix, notamment quand il y a une augmentation du prix de l'énergie. Donc, ça a un impact sur l'augmentation aussi de l'alimentation.
mais à la fin, l'un des derniers slides, on voyait qu'il n'y avait plus de diminution au niveau des prix de l'alimentation, donc il y avait quand même une diminution de la probabilité de l'énergie, que l'énergie diminue. Qu'est-ce que ça signifie? En fin de compte, si l'énergie, au bout d'un certain moment, va diminuer, que les prix de l'alimentation ne vont pas diminuer pour autant. Parce qu'on remarque souvent que dans l'alimentation, c'est très rare que même s'il y a une diminution des prix de l'énergie, qu'il y ait une diminution des prix de l'alimentation. Oui, donc spécifiquement pour les scénarios bas, comme j'ai dit, il s'agit d'un scénario technique, donc qui s'applique seulement sur une déviation des prix de l'énergie. Donc les effets des prix de l'énergie qui sont moins élevés que dans le scénario central n'est pas pris en compte via les autres composantes de l'inflation, donc l'alimentation, les biens énergétiques et les services. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que vous ne voyez pas de différence entre le central et les scénarios bas pour les trois sous-agrégats, et seulement pour l'énergie, parce qu'il s'agit d'un scénario technique. Par contre, pour le scénario haut, qui représente un scénario macroéconomique exhaustif, où on prend en compte ces effets de second tour, c'est, comme vous venez de décrire, que la hausse des prix ou la baisse des prix, là, c'est pris en compte. Mais je peux rien dire maintenant sur le fait que on ne voit pas de baisse de prix si l'énergie diminue sur l'alimentation, par exemple. Mais juste pour expliquer pourquoi on ne voit pas des effets dans le scénario bas, si c'était clair. J'ai une question en ligne. Une question concernant l'indexation. Le poids des dépenses liées au logement est-il suffisamment pris en compte dans le mécanisme d'indexation? Donc, c'est probablement lié à la question pourquoi l'acquisition d'un logement n'est pas incluse dans l'indice de la construction. Donc, les loyers sont bien inclus dans le panier, mais l'acquisition d'un logement n'est pas partie de l'indice de la construction. C'est un sujet très controversé qui est discuté au niveau européen depuis une trentaine d'années. Ici, on est dans le cadre d'un indice de la consommation et l'acquisition d'un logement est considérée plutôt comme un investissement. C'est pourquoi l'acquisition d'un logement ne fait pas partie de l'IPC. Actuellement, il y a bien sûr des discussions au niveau européen pour peut-être inclure aussi l'acquisition d'un logement dans la mesure de l'inflation. Mais les pays actuellement ont des difficultés de séparer le prix du terrain par rapport du prix de la structure pour une maison ou pour un appartement. Et il y a actuellement des recherches au niveau européen, où Luxembourg participe aussi, pour peut-être parler à ce sujet ou répondre à ce sujet pour éventuellement, dans un futur très lointain, d'inclure aussi l'acquisition d'un logement dans le PC. Il n'y a pas d'autres questions. Bon, merci aux orateurs, merci à vous tous d'avoir participé. La semaine prochaine, on continue avec les projections de long terme, il me semble. Donc, on passe au sujet un peu plus économique. On va regarder l'impact d'un sous-investissement, d'une fertilité en baisse, donc un ralentissement démographique sur la croissance de long terme. Après le 2 juin, on va publier notre note de conjoncture. De nouveau, non seulement une conférence de presse, mais aussi un séminaire comme celui-ci où on va donc faire la synthèse de toute l'actualité conjoncturelle et les nouvelles prévisions qui évidemment, comme les prévisions d'inflation, seront fortement impactées par la crise actuelle qu'on observe en Iran. Voilà, ça c'est pour le menu des prochaines semaines. Merci encore et à bientôt.